Bienvenue sur CivilNet, mon invité est Tigran Yegavian. Il est analyste géopolitique, chercheur, spécialiste de la région du Caucase et alentour et journaliste. Alep, la deuxième ville de Syrie, n'est plus sous le contrôle du régime de Bachar el-Assad pour la première fois depuis le début de la guerre civile en 2011. Le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham HTS et ses alliés de plusieurs factions rebelles contrôlent la ville d'Alep. On va voir avec Tigran Yegavian ce qui est en train de se passer en ce moment. Tigran, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, merci de votre invitation. Donc, comme je l'ai dit, c'est la première fois depuis le début de la guerre en Syrie en 2011 que le pouvoir, qui est un allié donc de l'Iran et de la Russie, perd totalement le contrôle de la ville d'Alep. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment les choses se sont passées? Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que c'est un déroulement surprise? Absolument, c'était tout à fait prévisible malheureusement car nous avons plusieurs conjonctures, plusieurs facteurs à la fois d'ordre extérieur et intérieur. La chute d'Alep n'est pas sans rappeler la chute de Mossoul par les djihadistes de l'État islamique. On a affaire en fait à un pouvoir en Syrie qui est exténué, gangréné, exténué par la guerre civile qui a duré donc de 2011 à 2017-18 pour Alep en tout cas, et exténué par les sanctions internationales, l'embargo imposé par la communauté dite internationale contre la Syrie, qui ont porté un coup extrêmement sévère sur la capacité de la Syrie à se reconstruire. Donc, ce qui s'est passé à Alep dans les mois et les années qui précèdent malheureusement cette chute, c'est la multiplication de cellules dormantes. Allié à cette groupuscule Hayat al-Sham, qui en vérité est un agglomérat de miliciens djihadistes salafistes, sunnites, arabes et turcs et turkmènes, voire d'origines diverses d'Asie centrale. On a aussi des Ouzbeks, des Tchétchènes, qui, depuis la fin de la guerre, étaient regroupés dans la poche d'Idlib en vertu d'accords d'Astana, c'est-à-dire que vous aviez à l'époque un condominium entre la Russie et la Turquie sur la base de différentes zones de désescalade. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous avons à la fois une Russie occupée en Ukraine, une Russie affaiblie en Syrie, puisque les contingents en fait russes présents sur le sol syrien, c'est essentiellement l'armée de l'air. Ou alors ce sont des généraux, des officiers qui sont envoyés d'Ukraine parce qu'ils n'ont pas fait leur preuve en Ukraine, donc on les envoie en Syrie un petit peu en punition. En tout cas, c'est une voie de garage. Il y a le facteur aussi, et c'est très très important, c'est les conséquences de la guerre impitoyable que mène l'État d'Israël contre l'Iran et ses proxys. Puisque en fait, ceux qui assuraient vraiment la combativité au sol, je dis bien au sol, c'était pas tant l'armée arabe syrienne, l'armée régulière, bien que bien sûr elle était là, mais épuisée, gangrénée par la corruption, mais les fantassins chiites, à savoir les milices du Hezbollah libanais, les milices chiites irakiennes, voire des milices chiites afghanes, qui faisaient le gros du travail pour garantir la sécurité des zones dites gouvernementales. Or, ce qu'on a vu très clairement, c'est que le cessez-le-feu qui a été conclu la veille de l'offensive sur Alep, et ce n'est pas du tout une coïncidence parce que cette offensive était préparée de longue date, mais les djihadistes ont préféré attendre que le Hezbollah et Israël signent un cessez-le-feu pour ne pas faire croire à l'opinion publique qu'Israël est derrière cette offensive, qui fait aussi le jeu d'Israël puisqu'on affaiblit l'Iran. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que cette guerre contre le Liban a extrêmement affaibli le Hezbollah. Et la Syrie est perçue à juste titre comme le maillon faible de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, c'est-à-dire cet axe qui lie l'Iran avec le Hezbollah libanais et les milices proxy chiites de la région. On a aussi une situation un peu compliquée parce que, donc, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez noté, la Russie, l'Iran sont les alliés de Bachar el-Assad. La Turquie semble, comme vous l'avez très bien mentionné, soutenir les factions rebelles. Pourtant, la Russie et la Turquie sont aussi dans une situation où ils ont négocié une situation de cessez-le-feu. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le futur entre ces deux pays qui ont beaucoup d'influence dans la région? On assiste en fait à des cartes qui sont rabattues. C'est-à-dire que vous aviez entre la Turquie et la Russie ce qu'on appelle une coopération compétitive, pas un partenariat géostratégique. Ces deux États sont en rivalité sur plusieurs sujets, mais s'entendent en tout cas sur un sujet, c'est-à-dire rejeter l'Occident. Alors, ce qui se passe, c'est que la Turquie voit d'un mauvais œil la montée en puissance de la Russie dans son étranger proche. Elle est inquiète des percées militaires de la Russie en Ukraine, mais aussi en Géorgie.
elle n'est pas contente de ce qui s'est passé aussi en Azerbaïdjan parce qu'elle voit que finalement, la Turquie qui a participé activement à la guerre des 44 jours en mobilisant des Syriens islamistes de Hayat Tahrir al-Sham qui aujourd'hui sont à Alep. Des mercenaires. Des mercenaires, ce qui est extrêmement inquiétant pour les Arméniens. J'espère qu'on en parlera tout à l'heure. Donc la Turquie s'inquiète de voir la mer Noire se transformer en lac russe, s'inquiète aussi de cette puissance russe qui pourrait miner et qui pourrait sa propre stratégie de sécurité. Donc, soutenir cette offensive, même si elle le dément, mais on sait très bien que les tanks, les chars, les drones sont en grande partie proviennent de Turquie, mais aussi d'Ukraine, parce que les miliciens de Hayat Tahrir emploient à s'avérer des drones ukrainiens pour affaiblir les Russes. Donc tout cela nous montre que la Turquie cherche en fait à faire avancer ses pions dans la région, parce qu'elle a à 2 reprises tenté une normalisation avec le gouvernement syrien, qui ont été un échec, puisque le gouvernement syrien demande à la Turquie de se retirer de son territoire. La Turquie occupe depuis 2018 des portions de territoire dans le nord de la Syrie pour chasser les Kurdes. Vous voyez, c'est un imbroglio complexe. La Turquie, donc, considère que la Syrie du Nord doit être une zone tampon sous son influence, dans lequel on va au maximum chasser les Kurdes et rétablir les 3 millions de réfugiés syriens sunnites qui grèvent l'économie de la Turquie depuis le début du conflit. Donc, l'occasion était trop bonne, puisque vous avez un alignement parfait des planètes. En faisant cela, en soutenant cette offensive djihadiste sur Alep, il y a une volonté aussi de satisfaire donc les Syriens sunnites qui sont réfugiés en Turquie, qui n'en peuvent plus aussi à Idlib parce qu'ils étouffent depuis 2018 et comme le régime est faible, donc ça fait le jeu de la Turquie. Mais aussi, c'est une manière de négocier en position de force avec les Occidentaux, avec les Russes, montrer qu'on est là, on propose un nouveau condominium, puisqu'il n'y a plus d'Astana, le processus d'Astana n'existe plus, il faut renégocier un nouveau rapport de force, et aussi avec le régime syrien. Je ne sais pas si la Turquie est consciente, si elle contrôle complètement ces factions, mais ce que j'observe, c'est que parmi les éléments clés de Hayat al-Sham, il y a beaucoup de miliciens turkmènes. Ce sont des Turkmènes de nationalité syrienne, mais ils sont d'ethnie turque, ils parlent turc, et ils sont habités par un récit irrédentiste qui revendique la souveraineté turque sur Alep. Depuis quelques jours, on voit défiler sur les réseaux sociaux notamment des photos du drapeau turc sur la citadelle d'Alep, mais aussi des drapeaux turkmènes qui sont les drapeaux bleus frappés du croissant blanc. Même l'extrême droite ultranationaliste turque, le MHP, le leader du MHP, Devlet Bahçeli, aujourd'hui, a revendiqué aussi le caractère turc d'Alep. Donc, il y a de fortes raisons de s'inquiéter sur l'avenir des 20 000 chrétiens qui sont bloqués à Alep, puisque Alep est complètement encerclé. Il n'y a plus d'issue de secours. C'est qu'il n'y a plus de couloir humanitaire qui sont aménagés pour permettre à ces chrétiens de quitter Alep, sachant qu'ils sont dans une situation plus que précaire. Moi, j'ai été au téléphone avec Alep à plusieurs reprises hier, aujourd'hui, c'est la panique. Les gens n'osent pas sortir de chez eux. Il y a une solidarité qui a été mise en place autour de l'évêché arménien pour vaquer à la distribution de denrées alimentaires. Pour l'heure, ils ne sont pas inquiétés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de menace verbale, même si dans ça et là, il y a des djihadistes qui interpellent des femmes pour qu'elles se voilent, mais les djihadistes sont pour l'instant, ils sont assez prudents et font preuve même, je dirais, de bonne volonté en précisant qu'il n'arrivera rien, qu'on ne leur fera pas de mal, qu'on ne s'en prendra pas à leurs biens. Mais quand vous voyez ce qui s'est passé pour les chrétiens de la poche d'Idlib, et quand vous voyez que vous avez à la fois des éléments turkmènes, pan-turquistes, et des anciens mercenaires qui sont battus en Artsakh contre les Arméniens, il y a effectivement lieu de s'inquiéter sur la sécurité et l'intégrité de nos ressortissants, de nos compatriotes de Syrie. Vous avez justement répondu à la question que j'allais vous poser. Justement, il y a pour les Arméniens, c'est un peu catastrophique parce qu'on avait le génocide des Arméniens de 1915 et le premier terre d'accueil des Arméniens pendant le génocide durant l'Empire ottoman, c'était justement la Syrie. Et là maintenant, la majorité des Arméniens de Syrie vivent à Alep. Justement, vous qui êtes en contact avec eux, comment ils se sentent par rapport à ça? Et leur refuge, c'était la Syrie. Et là maintenant, c'est comme si les Turcs étaient en quelque sorte de nouveau à leur porte. Ils n'ont pas vu venir. Ils ne l'ont pas vu venir alors que tous les faisceaux étaient là, hein, qu'Alep allait tomber comme un fruit mûr pour les raisons que j'ai évoquées déjà, la gangrène, la corruption, la fatigue, les sanctions internationales. On parle en fait d'une communauté qui est anéantie par plusieurs coups, c'est-à-dire la guerre civile, les sanctions internationales. N'oubliez pas aussi le tremblement de terre qui a ravagé Alep donc, il y a 12 ans.
et le fait qu'il y a des pénuries très importantes de médicaments, tout ça déjà et la guerre de l'Artsakh qui a aussi beaucoup traumatisé les Arméniens de Syrie, tout cela donc ne facilite guère les choses. Mais là où je pense qu'il y a un vrai problème, Annie, c'est l'absence totale d'anticipation. Et ça, on l'avait vu déjà en 2011-2012. La communauté arménienne n'a pas pris suffisamment ses responsabilités. L'État arménien aussi a sa part de responsabilité, combien même cet État est extrêmement faible. J'en veux pour preuve la fuite, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, 24 heures avant la chute d'Alep, du consul d'Arménie qui s'est déplacé à Damas sans avertir les Arméniens qui le protégeaient. Parce que le consul d'Arménie à Alep était protégé par par des compagnies de gardiens affiliés au parti de la Fédération révolutionnaire arménienne d'Ashnak Souchoun. Donc il y a une zone d'ombre en fait qu'il faudrait éclaircir, c'est le rôle de l'État arménien dans la non-assistance aux Arméniens d'Alep qui en partie, peut-être pas tous, ont un passeport de la République d'Arménie. Donc moi je crois que là il y a un vrai souci aussi, c'est s'interroger sur l'absence totale d'anticipation de ce scénario parce qu'on aurait pu évacuer plus de personnes. L'aéroport aujourd'hui maintenant est fermé, il n'y a plus, il est sous contrôle des djihadistes, il n'y a plus de moyen de sortir de la ville donc on s'inquiète à juste titre sur les pénuries, mais on s'interroge aussi sur la responsabilité à la fois des acteurs de la communauté arménienne d'Alep qui n'ont pas suffisamment anticipé ce scénario-là qui était extrêmement plausible. Le chercheur et ami grand expert de la Syrie, Fabrice Balanche, l'avait déjà annoncé il y a quelques mois dans un entretien à Radio Vatican et dans d'autres médias qu'il y a des cellules dormantes, que le régime est extrêmement faible, que effectivement ce qui se passe au Liban, forcément il y a un effet vaste communicant sur la Syrie, que l'occasion était trop forte pour la Turquie de soutenir cette offensive pour rabattre les cartes justement dans la région. Vous avez répondu en partie à ma question, mais pour les Arméniens donc, qui ont vécu le génocide de 1915 dans l'Empire ottoman, ils ont trouvé refuge en Syrie comme premier terre d'accueil. Le fait d'avoir de nouveau des islamistes qui sont soutenus par la Turquie à leur porte, est-ce que ce n'est pas finalement un retour traumatique pour eux? Il y a beaucoup de choses à dire sur les Arméniens de Syrie. La première chose, c'est qu'Alep, c'est la matrice de la diaspora arménienne. C'est-à-dire que la diaspora arménienne classique, telle que nous la connaissons en tant que descendants des survivants du génocide, elle vient d'Alep. Après, bien sûr, ils sont passés par Beyrouth, et de Beyrouth, ils ont essaimé en Occident, mais la matrice, c'est vraiment Alep, qui a fourni tout un contingent de professeurs d'arménien, d'activistes de la communauté, des communautés arméniennes d'Europe, d'Amérique, etc. Donc, Alep est essentiel. Il y a une charge symbolique très forte. Mais les Arméniens d'Alep sont victimes d'un traumatisme, de plusieurs traumatismes, de plusieurs plaies d'Égypte, je dirais même, à savoir le conflit interminable qui a éclaté en 2011 et des conséquences extrêmement funestes sur la communauté qui a perdu les 2/3 de ses effectifs, et les sanctions internationales. Ensuite, les sanctions internationales qui ont ravagé cette communauté. C'est-à-dire que vous n'avez plus de médicaments, vous n'avez plus de matériel médical, donc il y a eu une mortalité très forte pendant la Covid. C'était très, très dur. Plus les conséquences de la guerre d'Al-Sar qui ont profondément meurtri les Arméniens d'Alep qui sont extrêmement engagés dans la vie, dans le combat arménien, plus le tremblement de terre qui a ravagé en 2022 donc Alep. Donc c'est énorme, je veux dire, c'est sans fin. Et là maintenant vous avez cette agression djihadiste que d'aucuns n'ont pas vu venir, alors que les faisceaux étaient là, les signaux avant-coureurs étaient là. Mon ami, le grand expert de la Syrie, Fabrice Balanche, l'avait précisé, l'avait indiqué dans plusieurs interviews, notamment à Radio Vatican, que Alep allait tomber comme un fruit mort. En tout cas, que l'occasion était trop bonne pour les djihadistes de s'emparer donc du nord du pays avec tout leur réseau de cellules dormantes, aussi dans l'est de la Syrie. Donc, moi, je crois que le gros problème qui se pose pour cette communauté, mais aussi pour l'État arménien, c'est l'absence totale d'anticipation et de responsabilité. D'anticiper le pire scénario qui était quand même là. Et je crois qu'il faut aussi s'interroger sur les conditions de la fuite, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, du consul de la République d'Arménie à Alep. Il est parti 24 heures avant la chute de la ville. Je crois qu'il est parti en même temps que le petit contingent de l'armée arménienne qui était positionné à Alep dans le cadre d'une opération de déminage en partenariat avec l'armée russe, mais sans avertir les autorités arméniennes locales, sans avertir l'évêché, les responsables militants, alors qu'il était sous leur protection. Le consulat était sous la protection des Arméniens du parti d'Ashnak Souchoun. Donc, je crois qu'il faudrait impérativement éclaircir un peu sur le rôle des responsables laïcs et religieux, donc le catholico-sat Cilicie bien sûr, mais sur l'absence totale d'anticipation parce qu'il était
je crois, souhaitable d'aménager des corridors humanitaires déjà plus tôt, même s'ils ont été pris de court par l'accélération des événements. Aujourd'hui, malheureusement, Alep est bloqué, il n'y a plus de voie d'accès. Il n'y a plus de voie d'accès terrestre et aérienne. Donc, je crois que le gouvernement arménien aujourd'hui, malgré toutes ses faiblesses, hein, et on entend bien qu'il ne peut pas faire grand-chose, est un peu coupable de non-assistance à compatriotes en danger, parce que beaucoup de ces Arméniens ont la nationalité arménienne, et la fuite, et je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, du consul d'Arménie mériterait qu'on s'interroge davantage sur les conditions, sur les détails de cet événement, de ces faits. Et alors, dernière question, par rapport au conflit en général, ce nouveau retournement de situation, c'est même pas un retournement de situation, cette suite d'événements, quelles conséquences ça peut avoir pour l'Arménie de façon générale, puisqu'ici on a l'Iran, la Russie, donc ce sont pour la Russie, donc l'Arménie est en tension avec la Russie, l'Iran est un allié, le focus est mis maintenant sur la Syrie. Quelles conséquences ça peut avoir pour l'Arménie au niveau de son territoire Vous avez compris, Annie, que là, on parle à la fois d'un conflit local, régional et mondialisé. Et que ce qui se passe à Alep a un lien direct avec ce qui se passe entre Israël et le Liban, mais aussi entre l'Ukraine et la Russie, et entre Israël et l'Iran. Donc, dans cette affaire, les Arméniens ne sont même pas des sujets. Ils sont pratiquement insignifiants. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'Arménie, en tant qu'État, est depuis 2020 très clairement victime de la géopolitique des empires, c'est-à-dire du jeu que se livrent la Russie et la Turquie dans le cadre de d'une entente contre les Occidentaux, mais surtout sur la démarcation de zones d'influence respectives. Et donc l'Arménie, dans cette affaire, est une variable d'ajustement, une pièce, une carte que les Russes peuvent mettre sur la table. Je crois que la seule chance, la seule option, et je ne vais pas me faire des amis pour ça, que l'Arménie peut tenter, c'est d'ouvrir un canal diplomatique avec la Turquie, avec aussi les puissances sunnites qui soutiennent donc les rebelles contre le régime, pour voir ce qu'on peut faire en termes de désescalade. Merci Tigran pour cette interview. Merci Annie. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.